L'agriculture mondiale, dans son état actuel de développement, possède une capacité de production qui est tout simplement faramineuse. C'est le mot, oui. Selon les données, elle pourrait nourrir, sans le moindre problème, 12 milliards d'êtres humains. 12 milliards, ce qui représente presque le double de la population mondiale actuelle. Exactement. Donc, techniquement, la planète produit très largement de quoi nourrir chaque individu. Absolument. Et pourtant, il y a cette statistique au tout début, une statistique vraiment difficile à entendre. Oui, celle sur la mortalité infantile. C'est ça. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt par manque de nourriture quelque part dans le monde. Toutes les 5 secondes, le temps de prononcer cette phrase en fait. Voilà. Et c'est vraiment par ce contraste hyper saisissant, ce paradoxe total entre l'abondance et la mortalité de masse, que s'ouvre l'ouvrage au centre de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Un ouvrage au titre très évocateur d'ailleurs. Oui, le livre s'intitule Destruction massive, géopolitique de la faim, et il est signé par Jean Ziegler. Et c'est effectivement le point de départ de toute la réflexion que l'auteur propose. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout à fait. L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'examiner les rouages complexes qui sont décrits dans cette analyse. Pour comprendre le mécanisme, en fait. Voilà, pour comprendre très précisément comment la faim arrive à persister à une échelle aussi massive dans un monde d'abondance technologique. Et la thèse du livre est hyper claire là-dessus. Elle est sans équivoque. La faim n'est en aucun cas une fatalité météorologique, ni un simple manque de pluie ou un problème géographique. C'est pas la faute à pas de chance, quoi. Non, pas du tout. L'argument central soutient que c'est un phénomène purement humain, un phénomène qui est structuré et maintenu par des décisions politiques et économiques. Le texte va même très loin dans les termes utilisés. Oui, l'ouvrage utilise littéralement l'expression de crime organisé Crime organisé. pour décrire la situation, oui. L'auteur souligne que cette destruction est causée par l'organisation même de notre système mondial. Et c'est une prémisse qui demande vraiment à être analysée, et c'est la mission qu'on se donne pour notre auditoire aujourd'hui. Une mission nécessaire, oui. Surtout que cette discussion, elle est pensée pour les esprits curieux. Pour toutes les personnes à l'écoute qui veulent aller au-delà des gros titres, en fait. C'est ça. Au-delà des infos rapides sur l'inflation ou sur la hausse du prix du panier moyen au supermarché, L'idée, c'est de rendre ces systèmes macroéconomiques compréhensibles. sans pour autant noyer tout le monde sous un jargon inaccessible, bien sûr. Évidemment. Et pour poser de bonnes bases, je pense qu'il faut aborder la première distinction fondamentale du texte. Celle sur la nature même du manque de nourriture. Exactement. On fait souvent, à tort, un amalgame entre la sous-alimentation et la malnutrition. Alors que la différence est immense, que ce soit biologiquement ou socialement. C'est la clé de voûte pour saisir l'ampleur du problème. D'un côté, on a la sous-alimentation. Le manque visible. C'est ça, le déficit quantitatif de calories. C'est la faim qui creuse les corps, celle qu'on voit sur les images, genre des grandes famines ou des conflits. Le corps manque juste du carburant de base. Voilà. Et d'un autre côté, et c'est un point majeur de l'analyse, il y a la malnutrition. Ce que les Nations Unies appellent la faim silencieuse. Oui, et que l'auteur préfère nommer la faim invisible. C'est très parlant. Parce que dans ce cas, une personne, et très souvent c'est un enfant, peut manger assez de calories pour avoir un poids en apparence normal, Donc on ne le voit pas de l'extérieur. mais son alimentation souffre de carences tragiques, des carences en micronutriments essentiels comme les vitamines, le fer, l'iode, les acides aminés. En gros, le moteur tourne, mais avec une huile d'une qualité tellement médiocre que les pièces internes se détruisent. Se détruisent de manière imperceptible, oui. Mais concrètement, à quel point cette faim invisible est destructrice? Elle est totalement dévastatrice. Elle laisse le champ libre à des affections épouvantables. L'exemple le plus marquant, et pourtant méconnu, mis en avant dans l'argumentation, c'est celui du noma. Le noma, c'est une maladie infantile, c'est bien ça? Oui, une maladie directement provoquée par une malnutrition extrême. Le processus est implacable. Face au manque cruel de nutriments vitaux, le système immunitaire de l'enfant s'effondre. Il n'a plus aucune défense. Aucune. Et des bactéries opportunistes qui sont naturellement présentes dans la bouche se mettent à proliférer. Et ça provoque quoi? Ça provoque une gangrène foudroyante, une gangrène qui détruit littéralement les tissus du visage, les muqueuses, puis les os. C'est terrifiant. C'est une affliction qui défigure et tue à une vitesse alarmante alors qu'elle est presque exclusivement liée au manque d'une alimentation diversifiée. Mais ce qui est encore plus fou dans l'analyse de cette maladie, c'est l'indifférence politique monumentale qui l'entoure. Ah ça, c'est le cœur du problème. Justement, pour illustrer cet aveuglement, le livre raconte une rencontre avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Une anecdote glaçante, oui. L'auteur explique avoir obtenu une audience avec le président, avec le but précis de lui parler du Noma. Pour l'encourager à mettre en place un programme sanitaire national. Voilà. Et la réaction du chef d'État est décrite comme stupéfiante.
Il répond, le plus sérieusement du monde, qu'il n'y a pas de Noma au Sénégal. Qu'il ignore tout de cette maladie. Exactement. Alors que le texte précise bien que le matin même, des réunions s'étaient tenues avec des ONG locales qui luttaient dans les zones rurales sénégalaises pour sauver ces mêmes enfants. C'est le parfait exemple de ce que l'ouvrage identifie comme une occultation institutionnelle. On ferme les yeux. Si le plus haut sommet de l'État nie l'existence même de la faim invisible, alors la mise en place de politiques agricoles ou sanitaires devient impossible. Ça n'existe pas, donc on ne fait rien. C'est ça. Et cette anecdote, elle introduit une réflexion historique et philosophique beaucoup plus large. Comment on a pu en arriver là? Oui, comment l'humanité a pu, à travers les siècles, normaliser une telle situation? Comment la pensée occidentale s'est structurée pour accepter cette mortalité? Sans remettre en cause l'organisation de la société. Pour comprendre, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle, avec les théories de Thomas Malthus. Ah, le fameux malthusianisme. On entend souvent ce mot quand on parle de surpopulation, mais on mesure rarement son impact psychologique réel. Malthus pose un postulat pseudo-scientifique à l'époque. Il observe la société et il dit en gros que la production agricole augmente lentement, de manière arithmétique. 1, 2, 3, 4. Tandis que la population croît de manière géométrique beaucoup plus vite. 2, 4, 8, 16. Donc sa conclusion, c'est que le manque de nourriture est inévitable, mathématiquement inévitable. Et la conclusion glaçante de Malthus, celle qui a imprégné l'économie occidentale, c'est que la faim, la misère endémique, ne sont pas des échecs de la société. C'est vu comme naturel. Ce sont des mécanismes de régulation naturelle, oui. La nature élimine le surplus pour rétablir l'équilibre. L'analyse montre bien comme ça a fonctionné comme un anesthésiant moral absolu pour les classes dirigeantes. Une justification parfaite pour ne rien faire face à la pauvreté. La faim n'était plus un problème politique, c'était une loi mathématique. Porter assistance aux démunis, c'était aller contre l'ordre naturel. C'est un mécanisme de dédouanement incroyable. Redoutable. Mais heureusement, il y a eu un point de rupture. Le moment où cette acceptation tacite est remise en question. Le texte situe ça après la Seconde Guerre mondiale. Avec le travail fondamental de Josué de Castro. C'était un médecin brésilien, n'est-ce pas? Un médecin et nutritionniste, oui. Ses travaux ont totalement déconstruit le mythe malthusien. Comment il a fait? En opérant un renversement de paradigme total. Pas avec des théories en chambre, mais avec des enquêtes cliniques sur le terrain au Brésil. Et sa découverte détruit l'argument de Malthus à la racine. Jusqu'alors, on pensait que la surpopulation causait la faim. De Castro démontre, avec des données, que c'est l'inverse. C'est la misère qui engendre la surpopulation. Exactement. Pour des populations dans une insécurité totale, sans filet social, avoir beaucoup d'enfants est perçu comme l'unique assurance vie. Une force de travail supplémentaire et quelqu'un pour s'occuper des parents âgés. L'ouvrage cite d'ailleurs un proverbe hyper parlant là-dessus. Ah oui, lequel? La table du pauvre est maigre, mais le lit de la misère est fécond. Ça résume parfaitement la mécanique de survie. Et dès que cette théorie de la fatalité naturelle tombe, on comprend un truc essentiel, la rareté est en fait organisée. Si la Terre peut nourrir tout le monde, mais que la misère persiste, c'est une question de répartition. De Castro pointe déjà les immenses propriétés agricoles, les latifondia, qui exportaient tout en affamant les locaux. Et c'est ce constat historique qui lance la thèse centrale du livre, identifier les acteurs contemporains qui reproduisent ça aujourd'hui. Le livre les classe en 3 grandes catégories, avec des noms très forts. Commençons par la première force, les cavaliers de l'Apocalypse. Sous cette expression volontairement sombre, l'ouvrage cible les grandes institutions mondiales. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'OMC. C'est ça. L'argument soutenu, c'est que ces institutions imposent des politiques macroéconomiques, les fameux programmes d'ajustement structurel. Qui finissent par détruire les agricultures vivrières des pays du Sud. Concrètement, un État surendetté se tourne vers le FMI. Les prêts sont accordés, mais en échange de conditions très strictes. La libéralisation forcée. On exige qu'ils suppriment leurs subventions agricoles locales et qu'ils abaissent massivement leurs frontières douanières. Pour s'intégrer au libre-échange et pour bien comprendre l'impact, penchons-nous sur l'exemple d'Haïti détaillé dans l'argumentaire. C'est tragique. Un cas d'école très sombre, oui. Avant les années 80, Haïti produisait presque tout le riz nécessaire à sa population. Les agriculteurs locaux étaient protégés par des taxes sur les importations. Mais quand les institutions financières ont forcé l'ouverture des frontières, le marché a été inondé. Par le riz de Miami. Le riz américain, massivement subventionné par les États-Unis à la source, est cultivé de manière ultra mécanisée. Il arrive sur les ports haïtiens à un prix défiant toute concurrence. Du dumping pur et simple. En quelques années, l'économie agricole locale a été ruinée. Les paysans incapables de vendre ont dû fuir vers les bidonvilles.
Haïti est passé d'une autosuffisance à une dépendance quasi totale aux importations. Et la tragédie de ce modèle éclate lors de crises mondiales. Le livre souligne ce qui s'est passé en 2008. Quand les cours mondiaux ont flambé. Le riz importé est devenu inabordable et le pays s'est embrassé dans des émeutes de la faim, parce qu'il n'avait plus aucune capacité de production propre. La vulnérabilité est donc fabriquée par l'ouverture forcée des marchés, ce qui nous amène au deuxième groupe de responsables, les vautours de leur verre. L'industrie des biocarburants. C'est là qu'on se pose une question. Parce qu'on nous dit souvent que le bioéthanol, c'est la grande solution écologique pour remplacer le pétrole. L'analyse dénonce précisément ce discours. Elle soutient que c'est un alibi faussement écologique qui masque une catastrophe humanitaire, l'accaparement des terres. Leur raisonnement est terrible. Pour faire rouler les voitures du Nord avec des carburants verts, il faut des millions d'hectares. Pour cultiver de la canne à sucre ou de l'huile de palme, destinée exclusivement à être brûlée dans des moteurs. Sauf que les terres ne sont pas extensibles. Donc les multinationales achètent ou louent d'immenses étendues de terres fertiles dans les pays du Sud, des terres auparavant utilisées pour l'agriculture locale. Et le coût humain est illustré par des récits vraiment poignants, comme cet exemple en Sierra Leone. Où des communautés entières cultivaient le manioc et le riz pour leur subsistance et leurs petits revenus. Et du jour au lendemain, à cause d'accords opaques avec des investisseurs étrangers, ces familles sont expulsées de leurs propres champs. La terre nourricière est arasée pour planter de la canne à sucre à perte de vue. Le paradoxe était vertigineux. On réquisitionne la terre de personnes affamées pour fabriquer le carburant de sociétés riches. C'est une logique destructrice. Mais il reste un troisième mécanisme, encore plus abstrait et peut-être plus cynique. Les requins-tigres, La spéculation financière sur les denrées de base. les fonds d'investissement, les algorithmes de trading sur les bourses de matières premières comme Chicago ou Genève. Ce qu'il faut saisir, c'est la déconnexion totale entre l'aliment et la finance. Historiquement, les contrats à terme, c'était une assurance pour le paysan. Pour fixer le prix de son blé à l'avance et se protéger de la météo. Mais le système a été détourné. Aujourd'hui, la majorité des intervenants sur ces marchés n'ont aucune intention d'acheter du blé physique. Ce ne sont pas des boulangers. Ce sont des acteurs financiers qui parient sur les variations de prix. Et pour gagner gros, il faut de la volatilité. Une hausse brutale des prix, de préférence. À la moindre rumeur de sécheresse, des milliards de dollars sont injectés pour parier à la hausse sur le blé. Et ça crée une prophétie autoréalisatrice. Le prix s'envole artificiellement. Totalement déconnecté de la valeur réelle. Les bénéfices à Genève ou Chicago sont colossaux, mais dans les pays importateurs, le prix de la farine double ou triple. Et ça plonge des millions de familles dans la famine. C'est l'un des facteurs majeurs de la crise alimentaire de la fin des années 2000. C'est à ce moment que la dimension pratique de l'ouvrage prend tout son sens pour les personnes qui nous écoutent. Oui, parce qu'on est tous connectés à ce système. Ce fonds inclut souvent ces produits financiers liés aux matières premières. Sans le savoir, l'épargnant participe à la spéculation sur le prix du riz. Pareil pour le plein d'essence avec du bioéthanol. Ça nous relie aux expropriations en Afrique. Tout est interconnecté. Et pour mesurer l'impact charnel de cette macroéconomie, l'ouvrage nous emmène voir les organisations humanitaires. Et plus précisément, le Programme alimentaire mondial, le PAM. On s'imagine souvent que l'ONU a des ressources inépuisables. La réalité, c'est une agence en état de pénurie chronique. Elle dépend des contributions volontaires des États riches. L'exemple de Joyce Luma, une haute responsable du PAM, est édifiant. Son travail se transforme en un exercice mathématique glaçant. À cause du manque de budget, elle doit tracer une ligne artificielle entre ceux qui souffrent de la faim et qui recevront une ration. Et ceux qui souffrent aussi, mais qui seront exclus de l'aide pour équilibrer les comptes. Une sélection tragique dictée par le manque de fonds. Et derrière ces choix bureaucratiques, l'ouvrage illustre ça par une scène bouleversante au Bangladesh. Dans une école qui bénéficie de justesse d'un programme de repas du PAM. L'auteur observe la scène. Au milieu des enfants qui mangent, un petit garçon reste immobile devant son assiette de bouillie de céréales. Il ne la touche pas. Et l'explication est d'une violence psychologique inouïe. L'école n'a pas le budget pour des rations à emporter. Le repas doit être consommé sur place. Cet enfant sait que sa famille à la maison n'a rien à manger. Par un sens du sacrifice immense, il choisit de jeûner devant son assiette pour pouvoir ramener cette nourriture en cachette le soir venu. Cette scène, elle cristallise tout le propos. Les accords de l'OMC, les marchés des biocarburants, les algorithmes de trading. Tout ça aboutit, au bout de la chaîne, à cet enfant qui endure la faim par amour pour sa famille. L'économie mondiale n'est pas qu'une affaire de chiffres, elle a des répercussions physiques directes. C'est une démonstration qui secoue profondément nos certitudes. Pour résumer l'esprit du livre, on peut dire que c'est un cri de colère, mais surtout un message d'espoir. Tout à fait.
La conclusion n'est pas fataliste. Si l'humain a bâti ce système de rareté artificielle, ces règles peuvent être réécrites et démantelées par l'humain. L'ouvrage met en lumière la résistance des mouvements paysans qui luttent pour leur souveraineté alimentaire. C'est un appel à l'éveil démocratique qui donne vraiment envie de lire l'ouvrage en entier. Une lecture d'autant plus vitale quand on projette tout ça dans un futur très proche. Justement, pour conclure, il y a une réflexion très forte à laisser mûrir dans l'esprit de notre auditoire. L'ouvrage évoque rapidement les réfugiés écologiques fuyant la désertification. Et la question qui se pose est vertigineuse. On vient de voir un système capable de créer une rareté artificielle pour générer des profits immenses, alors même que les terres produisent assez pour tous. Donc, comment cette même machine économique va-t-elle réagir face à la rareté bien réelle que le changement climatique provoque? Quand les terres habitables disparaîtront, quand l'eau douce s'épuisera, la spéculation va-t-elle se déplacer? Les paris financiers vont-ils glisser de notre assiette vers les conditions même de la survie physique sur la planète? C'est pour ça qu'il est indispensable de comprendre ces systèmes dès aujourd'hui. C'est sur cette interrogation majeure qu'on va clore notre plongée du jour. Ce sont ces perspectives que ce genre d'exploration nous permet d'ouvrir. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent de continuer à questionner le fonctionnement du monde. À très bientôt pour une nouvelle analyse.